Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo sur comment on peut retoucher la peau sur un portrait avec la méthode qu'on appelle séparation de fréquence et le logiciel GIMP. Alors, avant toute chose, petite introduction, petite parenthèse, je ne veux pas entrer dans un débat sur la retouche de peau. Il y a des gens qui sont archi contre, comme des gens qui sont contre le fait qu'on retravaille des photos déjà, hein. Moi, peu importe ce que pensent tous les gens, en fait, j'ai envie de vous dire, dans certains domaines photographiques, la retouche de peau va être parfois nécessaire ou parfois utile. Si vous faites de la photo de mode type beauté, il est impensable de ne pas retoucher la peau, sachant que là, l'objectif de la photo n'est pas que la personne se reconnaisse dessus, mais elle est de mettre en valeur un produit, que ce soit un vêtement ou autre. Bon, moi, je suis pas photographe de mode, je fais des portraits de famille, de gens, etc. Mais justement, ce ne sont pas des modèles, ils ne sont pas maquillés, ou en tout cas pas toujours. Et des photos souvent destinées à être mises en grand format et encadrées pour mettre au mur. Si on a un défaut type un bouton, par exemple, ou de l'acné, ou de la peau gercée, des choses comme ça, en éclairage type studio avec les optiques qu'on utilise aujourd'hui, ça va se voir vraiment beaucoup. Et c'est dommage d'avoir au mur une photo de soi sur lequel on a ça qui ressort, ça ressort plus qu'en vrai en fait, hein. C'est bien ça qu'il faut dire, c'est sur une photo, ça saute aux yeux, un gros bouton bien rouge. Donc c'est pour ces cas-là que je vais, parfois, pas toujours, envoyer ma photo dans GIMP pour retoucher la peau. Et donc j'utilise GIMP en complément de Capture One, hein. Je n'utilise jamais seul. Pour moi, GIMP est en fin de chaîne, c'est-à-dire que j'utilise Capture One pour travailler mon fichier RAW avec le maximum d'informations possible. Une fois que j'ai fait tout ça, j'envoie la photo dans GIMP. Je le fais toujours à la fin parce que je vais envoyer un TIFF dans GIMP. Donc en envoyant un TIFF, on perd déjà des informations qui permettent de travailler la photo. Donc je ne veux pas avoir à refaire du travail ensuite sur ce TIFF dans Capture One. Pour moi, GIMP, ce sera vraiment l'étape finale. Première chose. Donc si vous avez suivi ma dernière vidéo, je vous ai montré comment paramétrer Capture One pour pouvoir utiliser d'autres logiciels en plugin. C'était le cas de GIMP notamment. Donc je vais imaginer que vous avez installé GIMP sur votre PC. Je vais vous donner les liens dans la description de la vidéo pour pouvoir le télécharger. Pourquoi GIMP? Pourquoi j'utilise GIMP et pas Photoshop? Déjà parce que moi je viens du monde Linux. Ça fait des années, ça fait plus de 15 ans que j'utilise Linux en système principal sur mon ordinateur et GIMP est le seul, enfin non c'est pas le seul, mais on va dire que c'est le plus performant et le plus puissant des logiciels d'infographie natifs Linux. Et du coup c'est celui-là que j'ai commencé à apprendre que j'ai utilisé en premier. Et je le connais pas par cœur, mais je le connais bien, je suis à l'aise avec. Et quand je me suis fait une partition Windows, quand je suis devenu pro et qu'il me fallait des logiciels un petit peu plus évolués pour travailler les photos, pour moi, l'étape naturelle, ça a été d'installer GIMP. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est que c'est un logiciel libre. Je voulais chercher sur Internet ce que ça veut dire exactement, hein. Bon, pour résumer très grossièrement, c'est un logiciel dont tout le monde peut prendre les sources et que tout le monde pourrait modifier en ayant les compétences pour en faire sa version. Et en plus, il est gratuit. Ça, c'est pas négligeable, hein, comme avantage. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas à payer, c'est la licence en plus de celle de votre dérotiseur, que ce soit Lightroom, Capture One ou autre. Donc, c'est déjà, quand on a mis 300 € dans une licence de Capture One, et on est bien content de ne pas dépenser trop en plus. Donc voilà, et puis vous allez voir qu'on peut faire aussi bien, à mon sens, qu'avec d'autres logiciels en ce qui concerne la retouche de peau. Donc je vais lancer, alors pour le coup l'image que j'ai prise c'est un autoportrait parce que je ne veux pas mettre sur internet dans une vidéo sur laquelle je vais zoomer sur les défauts de peau et tout ça, je vais évidemment pas mettre un client, hein. Donc moi je me suis mis moi, comme ça il n'y a pas de souci, je suis le seul à pouvoir me plaindre. Et du coup, je ne me plaindrai pas. Donc, alors, on imagine déjà qu'on a fait toutes ces modifications sur la photo dans Capture One. Là, c'est le cas. J'ai mis un peu de contraste. J'ai travaillé un peu sur les niveaux. J'ai dû faire un petit travail sur les courbes. J'ai recadré. Ma photo me convient. Et je veux faire la retouche de peau, par exemple. Je veux donc l'envoyer dans GIMP. Je fais clic droit sur la vignette. Exporter puis ouvrir avec. Je choisis bien GIMP dans mes logiciels. Donc, GNU
Image Manipulation Program. Et là, j'ai le choix entre TIFF 8 bits et 16 bits. Alors là, ça va dépendre de la version de GIMP que vous avez installée. Si, comme moi, vous êtes sur la version stable, qui est la version 2.8, vous êtes obligé d'envoyer du 8 bits, parce qu'elle n'accepte pas l'euro 16 bits. Si vous essayez la version développement, qui est GIMP 2.9 et quelques, là, vous pouvez envoyer du 16 bits. Moi, j'utilise la version stable, tout simplement parce que pour du travail pro, je veux le moins de bugs possible. Je veux que ça tourne vite. Et je suis bien habitué à cette version, donc je vais vite avec. Ça, c'est aussi un critère non négligeable, quand on utilise beaucoup un logiciel. Donc je mets un TIFF 8 bits. Si vous utilisez GIMP 2.9, envoyez du 16 bits. Voilà. Je clique sur Modifier. Capture One génère un fichier TIFF. Et il l'envoie dans GIMP. Je vois que GIMP clignote là-haut. Alors GIMP, quand on lui envoie un TIFF depuis Capture One, il voit deux images. Il faut bien choisir la première. La deuxième, je crois que c'est juste une miniature. On clique sur Importer. Et on a GIMP qui est ouvert avec l'image en question. Alors ça, c'est l'interface de GIMP. Quand vous venez de l'installer, elle est comme ça, en 3 fenêtres. Ça peut être pratique si vous utilisez plusieurs écrans. Si vous utilisez qu'un seul écran, je vous conseille de faire fenêtre, mode fenêtre unique. On se retrouve avec une image, un logiciel, une interface unifiée. Là, je fais CTRL-SHIFT-J pour avoir la photo bien centrée. Et on va pouvoir faire la séparation de fréquences. Alors très vite fait, très vite fait, l'interface de GIMP, je ne vais pas m'attarder dessus, il y a des tonnes de tutos sur Internet. Vous avez les outils à gauche avec les options des outils, l'image au milieu, à droite les calques et les brosses. On est vraiment, là je fais vraiment du très grosso modo. Évidemment, il y a beaucoup plus que ça. La séparation de fréquences, ça consiste en quoi? Ça consiste à séparer mon image en deux calques. Un calque qu'on appelle les hautes fréquences, qui est un calque de texture, qui va prendre uniquement les textures de la photo, et un calque qu'on appelle basse fréquence, qui est un calque avec les couleurs. Voilà. Donc l'intérêt étant de travailler indépendamment les textures et les couleurs. Et donc quand on va par exemple lisser des couleurs, on ne lissera pas la texture en même temps. Ce qui permet de faire de la retouche sans que le visage devienne un visage poupée de cire. Voilà, vous voyez tout ce que je veux dire, je pense. Deux façons de faire une séparation de fréquences sous GIMP, ou bien je peux le faire à la mano ici, en créant moi-même, en dupliquant ce calque, en lui appliquant un masque de flou gaussien, puis en lui donnant un mode de fusion, puis en recréant un autre calque, etc. C'est un peu galère. Moi, j'ai un script tout fait, que j'ai trouvé sur Internet, qui applique automatiquement la séparation de fréquences. Je vais vous donner le lien en bas de la vidéo pour télécharger ce script. Alors, pour installer un script sous GIMP, c'est très simple. Si, je vous assure, il suffit de copier le fichier du script dans le répertoire qui contient les scripts de GIMP. Alors comment savoir où le copier? Vous allez dans Édition, Préférences, Dossier, vous dépliez et vous allez sur Script. Et là, GIMP vous montre le ou les répertoires dans lesquels vous pouvez mettre des scripts. Ouais, il m'en propose deux, notamment un qui est dans Program Files. Si je copie mon script dans un de ces deux répertoires, il va être automatiquement lu par GIMP. Rien ne m'empêche aussi d'aller proposer un autre répertoire à GIMP pour qu'il lise les scripts. Moi, il me suffit de créer un répertoire que j'appelle script, par exemple, n'importe où, et de le pointer ici, et GIMP saura le lire. Voilà. Une fois que c'est fait, que vous avez votre script dedans, vous redémarrez GIMP, et là, vous allez dans Filtre, Générique, et vous devez trouver Split, qui veut dire séparer en anglais. Et là, j'ai Frequency Separation, ce qui veut dire séparation de fréquence. Alors, avant de lancer le script, une petite astuce à savoir. Le script, en fait, vous demande quelle sera l'intensité du masque du rayon de flou que vous voulez appliquer. Et là, vous allez dire, mais qu'est-ce que j'en sais? Alors là, il y a, le script par défaut va vous proposer un masque de flou. Il y a aussi une façon de le calculer soi-même. Il faut prendre la largeur du visage en pixels. Donc je zoome toujours un petit peu pour faire ça. En haut de GIMP, j'ai les pixels qui sont indiqués. Donc là, mon visage, en gros, il est entre 750 et 2750. On va dire, grosso modo, il y a une largeur de 2000 pixels. Une fois que vous savez ça, vous prenez une calculatrice et vous le multipliez par 1,5% ou 0,015. Donc là, je vais faire 2000 multiplié par 0,015 égale, et on me propose un rayon de 30. Alors, je vais essayer. Alors, ça marche pas à tous les coups, puisque ça va dépendre du capteur que vous avez sur l'appareil, de l'objectif utilisé, de tout un tas de choses.
je vous montre quand même. Donc filtre, je suis perdu. Générique, split, frequency separation, et on voit tout de suite que GIMP a créé des calques à droite, je vais vous expliquer après. Et là, on propose un rayon de flou, donc je vais choisir 30, puisque c'est celui que j'ai trouvé avec mon calcul. Je fais Tab pour que le rayon soit appliqué en horizontal comme en vertical, et je valide. Donc, on voit que GIMP travaille. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, GIMP, là? Il a créé un groupe de calques, dans lequel on a un calque high pass et un calque low pass. High pass, c'est le calque haute fréquence, c'est les textures, voilà ce qu'on a. Et le low pass, c'est le calque des couleurs. Vous voyez que ça fait une image floue, en fait, parce qu'on n'a plus les textures dessus. Et les deux réunis, on retrouve l'image complète. Alors, comment savoir si la valeur que vous avez choisie est bonne? Moi, ce que je fais, c'est que je n'affiche que le calque de texture, je zoome un peu. Là, je trouve qu'il a pris aussi des couleurs, j'ai l'impression, avec les textures. Donc, ça veut dire que j'ai mis une valeur trop forte. C'est-à-dire que 30 était une valeur trop forte. Plus vous mettez une valeur forte, plus vous aurez d'informations dans le calque high pass, et plus vous mettez une valeur faible, plus au contraire, moins vous aurez d'informations dans ce calque-là. Donc il faut trouver l'équilibre pour que vous n'ayez que les textures et pas les couleurs dans ce calque. Donc vu que 30 c'est trop fort, je vais annuler ce que j'ai fait. Alors je peux faire édition, annuler ou CTRL-Z plusieurs fois, jusqu'à ce que je n'ai plus que le calque de départ. Je fais filtre, générique, split, etc. Et bon, 30 c'était trop fort, je vais essayer 20. Valider. Ouais, souvent comme ça, je dois essayer 3-4 fois jusqu'à ce que je trouve la meilleure valeur, mais la meilleure base de travail possible. Je ne rends visible que le calque de texture. Je vois qu'il y a encore de la couleur dedans, donc c'est que j'ai pris encore une couleur trop forte. Vous voyez, il faut vraiment... Donc 20, c'était encore trop. Donc générique, split, et on va mettre par exemple, allez, on va mettre 15. Faut essayer jusqu'à ce qu'on ait que les textures. J'ai l'impression qu'il y a encore de la couleur. Ouais, c'est fou ça. Alors, on continue. Et je fais prendre du coup encore une valeur plus basse. Pas de souci. Et ben je vais mettre 10. Valider. 10, ça me paraît pas mal. Voilà, là j'ai des textures, j'ai pas l'impression d'avoir trop de couleurs dans... J'en ai encore un petit peu. Pour bien faire, il faudrait que je prenne encore un peu moins. Bon, pour le coup, on va laisser 10 pour la vidéo, mais je pense que si je... Pour gagner un peu de temps, mais j'aurais pu prendre un petit peu moins encore. Ouais, donc c'est vraiment, on trouve en tâtonnant la meilleure valeur possible pour n'avoir que les textures et pas les couleurs. Donc on se retrouve avec un calque du haut, texture, un calque du bas, couleur. Et ce que je fais généralement, c'est que je prends le calque de l'image, je mets au-dessus. Je peux l'appeler image d'origine par exemple. Je double-clique sur le calque pour le renommer. Image d'origine. Et j'ai juste à la cocher ou à la décocher pour voir un avant-après. Très pratique. Cocher ou décocher le petit œil qui est à gauche qui permet de rendre le calque visible ou non. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai plusieurs possibilités pour me servir de la séparation de fréquences. Je peux me servir simplement pour faire un petit lissage, harmonisation des couleurs de la peau, couleur-lumière. Ou je peux aussi m'en servir pour éliminer des éléments type bouton, etc. Alors je vais vous montrer déjà comment est-ce qu'on peut simplement harmoniser des teintes de peau. Alors, enfin, des teintes de peau. Des zones, des transitions de lumière, les rendre plus douces, des transitions de couleur aussi. Je vais sur mon calque de couleur. Je vais prendre le lasso, qui est le troisième outil. Je coche adoucir les bords, je monte un peu le rayon. Moi, j'aime pas que les bords soient trop abrupts quand je fais une sélection à main levée dans un logiciel. Là, le but du jeu est de sélectionner des zones dans lesquelles vous avez des transitions. Des transitions aussi bien de couleur que de luminosité. Par exemple, vous voyez ici, on a la cerne. Hop, je vais sélectionner la cerne et ce qu'il y a autour pour qu'on ait les transitions entre... Il faut bien que je ferme... du coup, j'ai plus qu'à recommencer. Il faut bien que je ferme mon lasso, ma sélection, pour que ça marche. Donc, que je revienne bien sur mon point de départ. Voilà. J'ai sélectionné. Donc, le cerne, est-ce qu'il y a autour? Je ne sais pas si on dit la cerne ou le cerne, d'ailleurs. Ça, c'est un truc qu'il faudra que je cherche. Donc, je vais appliquer un flou gaussien. Donc, filtre flou gaussien. Alors, le rayon à mettre, ça, pareil, on peut essayer plusieurs choses. Ouais. Là, par exemple, je vais mettre... pour qu'on voit bien sur la vidéo, je vais mettre 25. À mon avis, c'est trop fort. Mais comme ça, vous verrez bien le changement. Et je valide. Vous voyez immédiatement ce qui s'est fait. C'est que le logiciel a adouci les transitions de couleurs et
et de lumière, mais en gardant la texture. On a toujours la texture ici. Pourquoi? Parce que le calque de texture, en fait, je n'ai pas travaillé dessus, je n'ai travaillé que sur les couleurs. Donc si je fais un avant-après, avant, après, j'ai toujours les textures, mais les couleurs ont été lissées. Alors là, pour le coup, je l'ai fait beaucoup trop fort, hein. Ça fait un effet que j'aime pas du tout. C'était pour vous montrer, je vais annuler. Voilà, et je vais mettre un filtre de flou gaussien beaucoup plus, avec un rayon beaucoup plus bas. Je vais mettre 15 par exemple. Ah, alors c'est peut-être encore un poil fort, mais bon, imaginons que je veux faire une photo, que je veuille faire une retouche de peau quand même assez forte. Voilà, hein, pour que vous puissiez bien voir les changements. Je pense que si c'était pour moi, je le ferais encore plus léger. Donc voilà, avant. Après, si je zoome avec CTRL plus molette, on voit bien le avant-après. Donc je vais faire ça sur plusieurs zones de la peau. Avec mon lasso, comme ça, je vais sélectionner comme ça des zones où on a des transitions. Ici, par exemple, filtre, flou gaussien, et je valide. Alors rien ne m'empêche de changer la valeur entre une zone et une autre, selon que je veuille que l'effet soit plus ou moins puissant. Et voilà, hein, donc là par exemple je vais prendre cette zone. Hein, je fais ce chevaucher de zone, c'est pas bon parce que sinon ça veut dire que j'aurai l'effet appliqué 2 fois par endroit. J'essaie de ne pas se faire chevaucher les zones. Filtre, flou gaussien. Voilà, je peux le faire par exemple ici sur le nez, zone là, pour que la transition avec la zone de lumière soit moins marquée. Vous voyez tout de suite, hein, avant, après. C'est beaucoup plus doux en fait. Hein. Mais on a toujours les textures. Donc c'est la grande force en fait de cette méthode. Hein. On adoucit tout en gardant de la matière. Bon, alors je vais pas vous faire ça sur tout le visage parce que ça prendrait un certain temps et que la vidéo serait trop longue, mais ouais, je pense que vous avez compris la méthode. Donc je prends des zones au lasso, j'applique du flou gaussien dessus. Ça c'est la première chose qu'on peut faire, donc c'est l'adoucissement. Ensuite, je peux aussi enlever des parties que je vais appeler des défauts, même entre guillemets, parce qu'on ne peut pas dire qu'une peau ait des défauts ou pas. C'est une peau, elle est comme elle est. Hein. Mais imaginons par exemple que je vais enlever ce petit bout de peau ici, sur la lèvre. Hein. Donc je vais zoomer jusqu'à bien le voir. Je vais me mettre cette fois sur le calque de texture. Choisir l'outil tampon qui s'appelle l'outil de clonage. Ouais, sur GIMP, c'est l'équivalent du tampon sous Photoshop. Je vais choisir une brosse à bord doux, ça c'est important, hein, que les transitions ne soient pas abruptes. Donc à droite, là, je choisis une brosse à bord doux. L'opacité, je vais la laisser sur 100, puisque je veux complètement enlever l'élément. Hein. Si je voulais juste l'adoucir, je pourrais prendre une opacité plus réduite, mais je vais la laisser sur 100. Monter un peu la taille de la brosse. Alors comment marche l'outil tampon sous GIMP? Quand je laisse appuyer sur CTRL, on voit que ce qui était un curseur devient une croix. Et cette croix, c'est pour choisir la zone de départ que je vais cloner. Donc là, je clique une fois, je relâche. Et on voit qu'on GIMP laisse une sélection en forme de cercle pour me montrer quelle est la zone que je clone. Et ensuite, je vais peindre voilà, sur la zone que je veux faire disparaître. Et tout simplement, en fait, j'ai remplacé ma zone B par ma zone A. Par les informations de la zone A. Sachant que là, que je ne touche qu'aux textures. Hein. Je n'ai pas touché aux couleurs. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a encore... c'est un peu blanchâtre parce que il y a aussi, ce bout de peau avait aussi de la couleur, pas seulement de la texture. Donc je vais dans ce cas aller sur le calque de couleur. Alors pour le calque de couleur, je mets rarement l'opacité à 100%. Généralement, je la diminue, quitte à repasser plusieurs fois ensuite. Je prends une zone assez proche qui a des couleurs similaires, par exemple ici. Donc CTRL, je clique. Voilà, plutôt ici. Il faut trouver la bonne zone qui a des couleurs qui va bien et quitte à repasser ensuite plusieurs fois. Là je suis passé trop de fois donc j'ai trop assombri, je fais CTRL Z. Alors je vous remonte de avant, après, hein, vous voyez, j'ai fait disparaître ce bout de peau. On peut faire ça partout où il y en a besoin. Donc je reviens sur le calque de texture, opacité à 100. Ici par exemple, CTRL, je choisis ma zone, je peins. Voilà. Donc il faut aussi que je le fasse pour la couleur, je baisse l'opacité, CTRL, je peins.
Alors on peut faire, moi j'aime bien faire la couleur juste après la texture si besoin, parce que sinon il m'arrive de, si je fais d'abord toutes les retouches de texture sur un visage, il m'arrive d'oublier ensuite où j'ai besoin de le faire avec avec la couleur. Mais après chacun fait comme il veut. Là ici il y a des petits bouts de peau aussi que je pourrais très bien retoucher si j'avais envie, calque de texture, contrôle, etc. Voilà, vous comprenez le principe, c'est d'utiliser le tampon, soit sur le calque de texture, soit sur le calque de couleur, par petites zones, en prenant son temps, sans y aller trop fort, et revenir. Alors moi, ce que je fais, c'est que je reviens régulièrement avec CTRL-SHIFT-J sur mon image globale pour vérifier que les changements que j'ai faits ne sont pas trop forts et ne deviennent pas caricaturaux ou ne se voient pas. Le but du jeu, c'est de faire quelque chose qui ne se voit pas. Hein. Et régulièrement, je fais un avant, après, hein, pour voir la différence. Là, par exemple, on voit au niveau de la lèvre, ici, hein, vous regardez, avant, après. Hein. Voilà, et je vais faire ça sur là où je pense que l'image en a besoin. Donc si quelqu'un a beaucoup de boutons, eh bien vous allez pouvoir y passer un certain temps. C'est comme tout, plus on utilise cette méthode, plus on va vite avec. Une fois que c'est fait, eh bien tout simplement ce qu'il vous reste à faire, c'est de fusionner vos calques ici avec un petit clic droit et fusionner les calques visibles. Vous fusionnez les calques et vous réenregistrez l'image pour pouvoir ensuite l'avoir de nouveau sous Capture One en version retouchée, puis l'exporter. Je ne vais pas le faire tout de suite parce que généralement, quand j'ai fait cette étape-là, je fais une autre étape qui s'appelle le Dodge and Burn, que je fais aussi sous GIMP. Et ensuite, j'envoie l'image sous Capture One. Et ça, ce sera l'objet de ma prochaine vidéo, le Dodge and Burn sous GIMP. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra être utile à certaines personnes. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et à bientôt.